C'est parti, bonjour à tous, c'est Laurent, vous ne me connaissez pas tous, donc Laurent Beignet, je suis un des chefs de 20 minutes et j'ai la chance d'animer depuis quelques semaines 20 minutes au Carré Le Valois, Carré Champéret, c'est là où on a nos studios. L'émission est réalisée par Hélène, alias Otaru pour ceux qui fréquentent le Discord de la communauté 20 minutes. Aujourd'hui, il y a pas Romain qui sera demain aux manettes de l'émission avec Kinetics notamment et Gabriel Mamoumani. Mais aujourd'hui, on a un horaire exceptionnel, une case exceptionnelle parce qu'on a une invitée exceptionnelle, Jingo, qui va nous lancer une longue session d'un mois autour du numéro 2 de 20 minutes. Vous êtes nombreux à avoir participé au premier numéro. On est en train de travailler sur le numéro 2 de 20 minutes. C'est un numéro qui va être dédié à l'inclusion numérique. Et pour parler d'inclusion numérique, on a fait venir une experte. Jean, bienvenue à 20 minutes au carré. Ouais, merci beaucoup, Laurent. Ravi d'être ici et de rencontrer tout le monde. Bon, parfait. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde sur le chat, donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints, bonjour aux habitués comme Black Pearl, comme Torvik, salut, Fluffy. Bonjour à toute la communauté, vous êtes évidemment les bienvenus et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Je vois qu'il y a un petit décalage son, bon, Hélène va essayer de régler ça, l'important c'est que vous nous entendiez et si l'élève ne bouge pas en même temps que le son, bah écoutez, fermez les yeux et laissez-vous porter par la première question. Jean, moi je suis assez impressionné de t'avoir à ma gauche. On s'est rencontrés il y a de ça quelques mois maintenant, en allant à un événement de découvert en me connectant avec toi après coup que tu étais une des 30 entrepreneurs sociaux européens à suivre de moins de 30 ans d'après Forbes. C'était aussi la femme, la leader tech à suivre d'après un think tank Sista, je crois. Enfin bref, tu as beaucoup de prix. Alors tu vas nous expliquer un petit peu comment on devient différente dans ce domaine et quel est ton parcours. Aujourd'hui, tu es la CEO de Connexio. Tu diriges Connexio, c'est ça? Exactement, oui. Et non, je pense que déjà, je suis ravie d'être ici, de partager un peu quelques de mes convictions et passions sur ces sujets d'inclusion numérique. Et peut-être pour dire un peu sur moi, je pense que je dis en fait le mot entrepreneur social aujourd'hui, mais je pense que de plus en plus tout le monde, on est un peu entrepreneur nous-mêmes dans nos vies quotidiennes. Ouais. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est il y a quelques années. Au début, je suis venue en fait pour faire une bourse d'échange franco-américaine. Donc La je bourse suis Fulbright, exact. ceux qui connaissent, une bourse très prestigieuse. Et à la base, j'ai toujours grandi dans des environnements assez multiculturels. Donc, je suis chinoise, mais j'ai grandi aux États-Unis. Et pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez universel au début, qui était quand on arrive peut-être dans un pays où c'est pas forcément en fait là, par exemple pour mes parents qui ont émigré aux États-Unis, ils n'avaient pas de réseau forcément au début, ils n'avaient pas toutes les informations, mais je crois qu'il y a quand même ce sentiment universel d'appartenance à en fait ce nouveau environnement, pays, voilà. Et pour moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est le numérique. En fait, on a vu tout ce qui s'est passé avec le Covid. En termes de statistiques, je peux en citer quelques-uns. Ouais, On on a va y revenir, cité mais ouais, le numérique pour toi, c'est un facteur d'inclusion. exactement, et je vois que peut-être il y a quelques années, c'était d'autres facteurs qui ont vraiment poussé le fait qu'on peut avoir ce sentiment d'appartenance de où on est. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même le numérique qui a une place très importante de créer des liens sociaux, de en fait nous aider en fait à identifier les bonnes informations, de avancer en fait dans notre vie quotidienne et notre vie professionnelle. Bon, alors donc on va parler de numérique, on va parler d'inclusion numérique, on va répondre à toutes vos questions sur ces domaines-là, mais on a 1 heure devant nous, donc on a un petit peu de temps. Moi, j'aimerais que tu te présentes, tu l'as fait brièvement, mais tu dis que tu es né en Chine, c'est ça? Et tu es Mhm. arrivé à quel âge aux États-Unis? Je suis allée aux États-Unis en fait à 5 ans, donc À j'étais 5 assez ans. petite. Ouais. Ouais, tu as fait tout ton parcours scolaire aux États-Unis. Exactement. J'ai grandi en Los Angeles et pour moi, en fait, à la base, et je sais que pour moi, il y a toujours cette expression, je dis presque en anglais aussi, mais je pense que ce qui est talent is equally distributed, Mhm. but opportunity is not. Pour- Alors le talent est réparti équitablement, mais pas les opportunités. Exactement. Traduction à la volée. Et- non, c'est très bien. Tu as super bien fait. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a frappée parce que tout au début,
pour moi, je viens quand même d'une famille assez modeste. Et pour moi, si j'avais pas eu des professeurs au lycée qui m'ont en fait encouragé de postuler en fait pour certaines universités, j'aurais jamais eu cette confiance. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on bouge dans un monde tellement vite et rapide, les nouvelles technologies, tout ce qui arrive. Et quelquefois, par exemple, parce que Connexion, on travaille dans plusieurs pays aujourd'hui, en France, mais aussi au Kenya, en Afrique, en Jordanie, en fait, dans le Moyen-Orient. Et pour nous, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment des talents un peu partout. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est quelquefois, on n'a pas le même niveau en termes d'accès et d'opportunités. Et je pense que ça, c'est un peu quelque chose qui, pour moi, personnellement, c'est une mission sur laquelle je veux vraiment, moi et mes équipes, on vont ouvrir pour vraiment assurer qu'on a plus des opportunités pour un peu tout le monde. Voilà, donc c'est quelque chose d'un peu plus profond. De manière un peu chauvine, en France, on a souvent la sensation que notre système est méritocratique et que le système des États-Unis, il est justement pas à même d'offrir ces ascenseurs sociaux, ces opportunités de dire. Toi, finalement, tu es un peu le contre-exemple de ce qu'on a en tête. Tu as réussi à faire, je crois que tu as fait Stanford, non? Une très grande université américaine, une des meilleures. Comment ça s'est passé? Tu dis, les professeurs m'ont donné confiance en moi, mais j'imagine qu'il y a des bourses, qu'il y a des choses à obtenir qui ne devaient pas Oui. être simples. Non, pour moi, en fait, et je pense que c'est parmi les choses, je trouve que ça peut être en fait super pour les opportunités, mais si on ne découvre pas en fait si tôt, par exemple. Mais pour moi, oui, je suis en fait allée à des écoles publiques jusqu'au en fait lycée. Et après, pour moi, en fait, j'avais eu en fait des bourses aussi à l'université. Sinon, j'aurais jamais pu en fait y aller avec, je pense que la condition un peu de ma famille. Et donc, je pense que je suis super reconnaissante de ça parce que je trouve l'éducation, l'ouverture des opportunités. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai aussi des convictions un peu plus fortes sur en fait, l'éducation, en fait, l'apprentissage. Ça doit vraiment être en fait, quelque chose tout au long de notre vie aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les choses changent tellement vite aussi que si on ne continue pas à améliorer, en fait, à continuer à apprendre, on sera un peu aussi, en fait, pas en fait derrière, mais je pense qu'il faut qu'on continue en fait à faire cette mise à jour de quotidien. Et pour moi, je pense que c'est un peu ça, comme j'avais appris les choses, que j'avais eu cette énorme opportunité en fait d'aller en fait faire des études, mais je pense que c'est le fait que ce que j'avais appris en fait à l'époque, mais à la base j'ai dit que non, je vais pas être entrepreneur. En fait, c'est un peu c'était plus à la mode de devenir en fait, d'aller dans ce monde start-up, de vraiment être entrepreneur. Et pour moi, à la base, je voulais devenir chercheuse à l'époque. C'est pour ça que je suis venue en France pour en fait appuyer sur certaines de mes compétences plutôt analytiques et économiques. Parce que tu étais étudiante à Stanford, tu as étudié quoi? Moi, j'avais lu biologie. Et comme je suis aussi toujours très curieuse et passionnée par plusieurs choses, et j'avais du mal à faire un choix. J'avais choisi 2 formations, biologie et économie. Voilà. Donc, Bon, il y a plein de curieux dans il y a plein de curieux dans le chat. Je tourne ma tête. Quand vous me voyez tourner la tête à droite, c'est pour voir vos questions. C'est pas parce que je me désintéresse de la conversation, loin de là. Mais je sais qu'il y a plein de curieux aussi sur le chat et qu'ils trouveront de l'écho dans ces propos-là. Donc, tu as cette curiosité qui t'amène à étudier des choses très différentes. Tu as cette envie d'être chercheuse, pas nécessairement d'être start-upeuse parce que voilà, ça correspondait pas à ce moment-là à tes aspirations. Tu décroches cette bourse prestigieuse qu'est la Fulbright et non, j'ai raté une étape, non? Tu as fait un peu de conseil aussi à San Francisco, non? Oui, je suis restée juste après mes études. Et au début, en fait, comme je m'intéressais beaucoup en fait, à sujet santé aussi, je vois beaucoup l'intersection de plusieurs sujets. Et donc, à la base, j'avais fait un peu du consulting stratégique pour des structures en fait, dans le secteur biotech, donc santé, et aussi des entreprises tech, vu on était en fait à San Francisco. Voilà. Et après, en fait, un peu du temps, je me dis aussi, je voulais mettre certaines de mes compétences acquises, mais pour des sujets aussi plus académiques, où j'aimais bien, par exemple, pour être précis, j'aimais bien faire des évaluations économiques des interventions. Donc, on utilise en fait des mesures de coût-efficacité, par exemple, pour analyser des interventions de santé. C'est une manière en fait de voir ça. Et donc, à la base, quand je suis venue en France, j'étais aussi dans le secteur santé où j'ai aidé en fait à regarder des évaluations économiques, mais pour le groupe APHP. D'accord. Oui, c'est pour ça que tu étais même à la Pitié-Salpêtrière. Tu es arrivé à Paris et tu as commencé par les hôpitaux à Paris où
où tu as pu poursuivre tes recherches avec cette fameuse bourse et commencer à découvrir la France. Tu parlais français au moment où tu es arrivé ou Pas très bien. pas très bien? Donc il a fallu apprendre vitesse accélérée. Ouais, c'est ça. Et c'était de nouveau un apprentissage peut-être aussi des barrières qu'on peut rencontrer quand on débarque. Ça, parce que pour ceux qui ne savent pas encore qui est Jingo, il y a un fil rouge. On va comprendre après, parce que tu ne voulais pas devenir quelques années auparavant. Mais donc oui, quand tu débarques en France, tu as cette première barrière aussi que tu rencontres. Oui, de la langue, oui. Et pour moi, je pense aussi que je suis assez aussi persistante dans ce que je fais. Pour moi, de bien faire aussi mes projets de recherche, il fallait que en fait, je parle, en fait, ou je communique au moins en fait en français. Et c'était comme ça, je me dis, au fait, je vais essayer de m'investir un peu plus pour justement en fait comprendre, de dialoguer. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même en fait un lexique assez précis sur les termes santé, Ouais. le système en fait DRG en fait pour les codes en fait qui sont associés avec les différentes lignes des interventions en fait donc c'était quelque chose qui m'a passionné beaucoup et au bout d'un moment aussi j'avais des projets qui m'ont amené sur le terrain parce que quelquefois en fait on est économiste on voit que des bases de données et pour moi je me dis ça me manquait un peu en fait de quelque chose de vraiment réel sur le terrain. Je voulais en fait aller découvrir en fait et rencontrer les enjeux. Et donc là, j'avais un projet qui était de travailler sur en fait, c'est des types de cliniques aujourd'hui qui sont pour des personnes qui sont un peu hors système santé. Okay. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un carte sécu sociale souvent en fait des différentes en fait, situations peuvent être quelqu'un qui est sans domicile et aussi sans papier, suivant les cas. Et c'était en fait en faisant ces rencontres des observations et je pense qu'en 2015 aussi, il y avait la situation en fait, qui se passait en Syrie aussi. Beaucoup de personnes qui arrivaient de cette région. Exactement, et je pense que ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait en fait quand même, oui, il y avait en fait un accès en fait des services de base quand j'ai en fait fait des entretiens en fait avec ces personnes pour comprendre les enjeux, les besoins, mais au bout d'un moment, il manquait en fait donc logement, en fait, les services de santé, même des cours de langue sont très très bien en fait, à la base pour aider des personnes, mais aussi au moment en fait, et je pense que ça c'est pour en fait des personnes qui viennent d'arriver, des personnes qui sont déjà installées, mais ils devront en fait avoir un pont pour en fait l'insertion professionnelle, socio-professionnelle à plus long terme. Qui est en fait vraiment en fait l'emploi et les compétences. D'accord, donc tu es confronté pardon, à parcours impressionnant, nous dit, c'est Hélène qui nous dit ça, mais je pense qu'elle résume un peu ce que les uns les autres se disent en ce moment en t'écoutant, mais tu es confronté assez vite à des situations de blocage de la part des populations que tu rencontres. Que naît l'envie de faire autre chose que de la recherche avec ces personnes? Exactement, et je pense que j'étais assez naïve en fait, parce que juste quelques mois après mon arrivée en France, j'avais pensé, et au début il n'y avait pas même le nom Connexio. Pour moi en fait Connexio c'est basé sur un valeur de connexion, vu en fait le jeu des mots, mais à la base j'avais eu cette envie, je me dis il y a ce besoin en fait pour mieux connecter des gens, et après comme j'étais en fait à Stanford, à San Francisco avant, pour moi c'était assez naturel ou évident, c'est la tech, le numérique, n'importe où en termes d'industrie, d'opportunités, je pense que c'était quand même des compétences assez utiles. Et c'est comme ça, j'ai pas trop réfléchi en fait, est-ce que ça va être compliqué ou difficile. J'ai juste dit, j'essaie de monter quelque chose. Et à la base, c'était vraiment, en fait, on fait beaucoup de test and learn. C'est un peu je pense que dans les méthodes un peu agiles de Lean Startup, mais j'ai juste commencé en fait avec une promotion d'apprenants. On avait trouvé une première salle, un premier groupe d'apprenants. Attends, il faut quand même qu'on fasse une petite pause pour comprendre bien ce que tu montes à ce moment-là. Tu rencontres des gens qui ont des difficultés à s'insérer, notamment parce qu'ils ne maîtrisent pas la technologie. Et toi, tu te dis, je vais leur apprendre. C'est ça que tu te... Oui, sans penser en fait que ça peut être assez difficile de faire ça dans un pays où je viens d'arriver et moi-même, je ne maîtrisais pas forcément en fait beaucoup de choses. Et tu es toute seule à ce moment-là, il n'y a pas... Non, je pense qu'au début, je connaissais peut-être personne, sauf les personnes avec qui je travaille à l'hôpital, ou encore aussi des autres boursiers, mais sinon, je n'avais pas de réseau. Ouais. D'accord. Donc, parce que très souvent, quand on lit ton parcours, ce qu'on peut lire, c'est la personne qui a appris à coder aux migrants. C'est un petit peu plus complexe que ça. Au final, tu les as déjà aidés à s'insérer par la maîtrise
des compétences de base de la techno. C'est ça ton idée de départ, c'est de dire, bah, ils ont quoi? Ils ont un smartphone ou ils ont accès à un smartphone, mais ils savent pas forcément faire les démarches qui vont les aider. C'est quoi en fait qui leur manquait Oui, à ces je personnes? pense que ce qu'on commence à voir, c'est même le sujet du numérique, c'est assez large parce qu'on peut d'un côté parler des compétences vraiment de base. Et ça, c'est l'inclusion, c'est des démarches administratives aujourd'hui où on demande tout le monde en fait de passer vraiment sur les démarches. Et aujourd'hui, pour des personnes qui ne maîtrisent pas la langue et aussi les personnes qui ne maîtrisent pas la langue numérique, il y a quand même des enjeux assez forts. Parce que si on ne peut pas faire des démarches administratives pour avoir en fait accès en fait à des services de base, CAF pour l'emploi, c'est quand même en fait une vraie question d'accès aux droits, des droits fondamentaux. Et après, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, c'est 86% des démarches en fait, donc candidature en ligne, créer un CV. En fait, il y a en fait presque 9 sur 10 démarches en fait sont en fait pour aller vers le marché de l'emploi sont en ligne Ouais. aujourd'hui. Donc, si on n'a pas ces compétences de base, on risque de pas trouver de boulot pour ouais. le simplifier à l'extrême. Et ce que je sais qu'on va arriver par là, mais Ouais, peut-être juste mais un petit teaser. Je sais que tout le monde pense, il y a des, et je pense que aussi parmi les choses, je veux bien aussi en discuter aujourd'hui, c'est peut-être certains de nos stéréotypes aussi, parce que je pense que quelquefois on voit d'un côté, on a cette accélération très rapide vers ces nouvelles technologies, les changements. Et je pense que la mission, on essaie de rappeler chez Connexio, c'est quand même, il y a des personnes qui ne sont pas toutes en fait dans le même train. En fait, Ouais. si, en fait le numérique, c'est un train, c'est, je pense, un de nos anciens ministres qui avait dit le numérique, c'est comme un TGV. C'est déjà parti de station et par contre, il y a beaucoup de monde qui sont toujours en Ils fait sont pas sur le dedans. quai. Ouais. Et en fait, comment on va faire pour vraiment embarquer tout le monde dedans? Parce que je pense qu'il y a des intérêts pour nous, société plus large, économique, paiement des différents critères. On a cet intérêt de vraiment embarquer tout le monde pour participer. Bah, complètement. C'est un peu ce qui nous anime aussi sur la communauté. Là, je me tourne vers. Je vois, salut Elven, salut Antoine, bienvenue à toutes, à tous, salut Bitload. C'est effectivement aussi une des choses qui nous anime. Nous, on a sorti avec cette communauté-là un magazine qui nous a permis de parler de Web3, mais on se rend compte que voilà, le Web 1, le Web 2, c'est déjà pas une réalité pour tout le monde. Et sans conscience, comme tu viens de nous le dire, de l'importance factuelle de maîtriser les bases de ces technologies-là pour s'insérer dans le monde du travail, parce que malheureusement, ou heureusement plus exactement, on a déjà franchi cette étape-là, on ne se rend pas forcément compte de ce qui peut gêner les gens. On a des images sur ce qu'est l'exclusion numérique qui ne sont pas forcément bonnes. Moi, quand on me dit électronisme, on utilisera le terme, ou exclusion numérique, je pense à des personnes âgées ou dans des zones blanches où Internet ne passe pas, mais pas nécessairement aux populations aujourd'hui avec Connexio, quoi. Tu as commencé avec des migrants ou en tout cas des pays ou qui étaient en train d'en obtenir. Et assez vite, tu t'es rendu compte que les besoins n'étaient pas limités à ces populations-là, qui avaient des besoins dans quasiment tout. Exactement. Et pour nous, c'était aussi au début comme on travaillait avec des salles de formation, des salles informatiques équipées au niveau local, comme on avait eu des groupes ou des promotions assez mixtes. Donc, c'était en fait certains des apprenants réfugiés avec un statut réfugié, mais aussi on avait des résidents des quartiers locaux qui sont venus. Et c'est comme ça, dans cette mixité, on a découvert que, et ce qui est assez quelquefois paradoxe, et je reprends ça toujours, il y a beaucoup de jeunes, en fait, de jeunes générations, je pense qu'on peut dire Gen Z, même Gen A, qui maîtrisent pas si bien. Par exemple, on travaille aussi pas mal avec les missions locales, aujourd'hui, qui s'occupent des jeunes de 18 à 5 ans. Et quelquefois, dans certains cas, c'est 1 sur 2 jeunes qui n'ont pas même en boîte mail. Pas de boîte mail. En fait, ils sont très à l'aise avec le smartphone, mais ils ne sont pas forcément. Ouais, les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, mais quand il s'agit de faire certaines démarches administratives, créer un LinkedIn, envoyer un CV, écrire un mail professionnel, là, c'est vraiment des freins en fait, assez importants qu'on identifie. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Je pense que le numérique, ce qu'on essaie de casser comme stéréotype, c'est pas un monolithe. Il y a quand même en fait certaines personnes qui peuvent maîtriser certains sujets et avoir des lacunes, des trous dans la raquette en termes des compétences très très clés pour pouvoir avancer en fait dans leur vie. Et donc ce qu'on essaie de montrer, c'est quand même il faut en fait avoir connaissance de ça.
de tous ces enjeux aussi et les nuances, en fait, quand on dit numérique. En fait, aujourd'hui, c'est un sujet très large qui peuvent aussi dire différentes choses pour différentes personnes. Parce que c'est vrai que nous, on s'est dit, bon, bah, personne ne maîtrise tout, effectivement. Titre perso, tu me mets TikTok entre les doigts, je ne sais pas s'il faut swiper à droite, à gauche. Snapchat, j'ai jamais vraiment réussi à maîtriser. C'est mon grand âge et ils vont se moquer de moi. Ils m'ont vu faire mes premiers pas sur Discord. Et encore aujourd'hui, c'est un peu galère pour moi de faire ce genre de démarche. Mais c'est pas très très grave au sens où tu l'entends toi, parce que ça me tient pas éloigné ni de mes droits, ni du marché de l'emploi et de ma capacité à m'insérer finalement dans la société, quoi. Là, on parle de manquements qui conduisent à du chômage ou à pas bénéficier des allocations auxquelles on peut prétendre ou à pas obtenir les papiers qu'on mériterait d'avoir, c'est Exactement. ça? Et aujourd'hui, je pense que les stats sont encore plus élevés au niveau européen, mais en France, c'est donc 3 quarts des métiers qui nécessitent au minimum les compétences de base. Et on voit aussi en France, ça c'est le statistique officiel, Ouais. mais c'est 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique. C'était Donc, le rapport Toubon, c'est ça, hein? C'était ouais. le... Et après, ça peut être défini dans plusieurs manières. C'est des gens qui ne sont pas forcément équipés. Donc ça, c'est toujours un enjeu. On avait vu ça avec le Covid. Des gens qui ne sont pas très bien connectés. Et ensuite, mais je pense que là, ça fait partie quand même, la grande partie des personnes, c'est qui ne maîtrisent pas très bien les outils. Donc, parce qu'il y a toujours la différence entre j'ai un smartphone, j'ai un ordinateur, mais si je ne l'utilise pas, ou en fait en termes des usages, c'est pas les usages en fait qui sont en fait les plus importants en fait dans ma vie quotidienne. Il y a toujours cet enjeu aussi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, même pour les personnes qui sont en fait dans l'entreprise, parce que chez Connexion, on commençait aussi à travailler au niveau des structures. Ouais. Donc, ça peut être une association, mais ça peut être également une entreprise qui a des salariés qui, en fait, sont pas si à l'aise avec certains outils. Parce que, en fait, tout d'un coup, il y avait une phase de digitalisation au sein de l'entreprise et il y a des personnes qui juste sont pas, en fait, à jour sur ces nouveaux usages. D'accord. Et ça se passe assez souvent parce que c'est la moitié des entreprises aujourd'hui qui ont une initiation de digitalisation. Donc, ils ont cette initiative de vouloir digitaliser ou avoir une initiative de transformation digitale. Et c'est malheureusement que 10% des entreprises qui pensent à cet enjeu de formation, Ouais, d'embarquer leurs équipes aussi bien dans sûr. cet enjeu de Ça, digitalisation. on est nombreux à l'avoir constaté. Alors, on va faire une petite pause pour prendre les questions de la communauté. J'ai esquissé un sourire parce que le vrai flow, que ça rejoint le chat, et comme d'habitude, il est perturbateur. Donc oui, effectivement, je swipe à droite et à gauche sur d'autres types d'applis et merci à toi de me le rappeler. Bitload, ne pas avoir d'adresse courriel peut, grâce à la blockchain et les wallets, token peut, grâce à la blockchain et les wallets, d'entrer dans des communautés. Ok. Le grand mur, c'est l'accès matériel en premier. Hyper intéressant, Kevin, pardon. Ne pas avoir d'adresse courriel, ok, mais ne pas avoir accès au matos, c'est un élément aussi important. Tu disais tout à l'heure que tu allais dans des salles informatisées. C'est vrai que dispenser une formation en ligne, par exemple, et purement distancielle à des gens qui ont déjà des problèmes pour accéder au numérique, c'était pas forcément la bonne idée. Donc, tu as dû assez vite trouver des endroits pour réunir les gens, c'est ça? Oui, et aujourd'hui, je pense que dans certains réseaux, c'est donc par exemple Connexion en France, où on travaille dans une douzaine de villes. Et donc, je pense que quelquefois, sur certains territoires, c'est pas le même modèle. Mais par exemple, en France, il y a ces modèles de soit ce qui s'appelle les espaces publics numériques. Ok. Donc, c'est notamment au niveau de la ville où il peut y avoir certains espaces, justement. Et quelquefois, en fait, ça peut être d'autres types d'entités, des structures. Donc, on agit aussi au sein des entreprises, quelquefois, avec qui on travaille pour justement avoir le matériel qui est assez important. Je dirais aussi, je pense que la nuance aussi sur les différents outils, c'est aussi, je pense qu'il y a une forte pénétration de tout ce qui est smartphone aussi. Oui. Donc même, je pense que c'est assez élevé, mais je pense qu'on voit quand même, il y a quand même des grandes différences dans les usages. Je pense que les premiers usages sont bien pour, bien sûr, en fait, connecter, en fait, échanger avec d'autres personnes. Deuxième, peut-être, donc réseaux sociaux aussi. Et deuxième, identification des informations. Mais on trouve que quelquefois, si on n'était pas bien sensibilisé, même sur les démarches administratives, il y a quand même des forts blocages aussi sur où identifier les infos, comment je fais.
Voilà, et il y a certaines applications où oui, ça sera en fait possible de passer que sur smartphone aussi. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même en fait les deux sont Les nécessaires deux sont aujourd'hui. nécessaires. Et ce qu'on voit en fait d'une manière en fait générale aujourd'hui, peut-être d'ici 10 ans ça peut changer, mais en fait les outils de tablette, ordinateur, je pense que quand même c'est des outils assez importants de travail en fait quotidien. Mhm. Et la deuxième partie de la question, de la remarque de Bitload est intéressante aussi. Il nous dit pourquoi avoir une adresse mail si on peut avoir un wallet crypto et toute la logique du Web3. Sans doute demain, mais aujourd'hui, si on veut bénéficier d'un certain nombre d'aides, il nous faut une adresse mail, j'imagine. On ne peut pas faire des démarches sans avoir une adresse mail. Oui, et je pense que je suis assez optimiste peut-être dans la manière ça peut évoluer dans le futur aussi, parce que peut-être justement en fait le Web3, ça va nous permettre de faciliter certaines choses, certaines démarches. Après, je pense qu'il faut voir en fait quel est le niveau d'obtention en fait de ça dans l'écosystème sens large. Est-ce qu'il y a des institutions aussi qui sont prêtes aussi à franchir le pas. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, je pense que d'une manière oui, en fait, de base, je pense que tous les comptes en fait sur lesquels on se clie se demandent en fait un compte mail et ensuite la vérification de compte mail. Donc des principes de base de pouvoir faire. Mais oui, peut-être un jour en fait sur le blockchain ou d'autres en fait technologies, ça sera possible de mieux identifier l'identité de la personne sans avoir passé en fait écrit en fait un compte à chaque fois. Ben, on espère, mais c'est exactement ce constat qui nous a amené à faire ce numéro 2 sur l'inclusion numérique, parce qu'on s'est dit, ouais, on va super vite avec le Web3, avec une communauté de conquis qui a plein d'idées super sympas et qui nous amène à aller toujours plus loin dans ce que la blockchain nous permet de monter, mais il y a aussi la réalité d'aujourd'hui et des personnes qui voilà, ont des problèmes plus prosaïques à gérer et qui ont besoin des outils du web précédent. Donc pour nous, l'objectif de ce magazine, ça va être de marier ces deux mondes et de faire en sorte que le monde, finalement, le Web 3, permette d'attirer plus de monde dans le numérique au sens large et permette à tout le monde d'y faire sa place. J'ai une question qui est un peu connexe à ce qu'on s'est dit sur la salle. En fait, il faut des moyens pour monter une structure comme Connexio. Les cours, ils sont gratuits ou ils sont payants? Donc aujourd'hui, et ça, justement, ça fait partie de notre mission, les cours pour les apprenants sont gratuits. Okay. Et après, en fait, derrière, c'est notre mission aussi et notre job de trouver des financements publics ou privés pour justement pouvoir soutenir en fait les frais de formation pour les apprenants. Mais je pense que comme partie de notre mission, c'est justement de rendre le numérique et les compétences numériques accessibles pour ceux qui justement en fait autrement n'auraient pas pu accéder à nos formations. Notre objectif de vraiment en fait rendre ça gratuit, donc c'est des cours gratuits en France mais aussi dans les autres pays dans le monde. D'accord. Et tu trouves assez facilement des financements, des boîtes qui t'accompagnent là-dessus? C'est quoi? C'est des grosses boîtes avec des budgets RSE conséquents qui se disent, bon, il faut qu'on évangélise un petit peu ou qu'on mette un peu d'argent dans ce genre d'initiative, Ouais. c'est ça? Donc aujourd'hui, je pense chez Connexion, heureusement, en fait, on a cette chance d'être accompagné par pas mal des différents acteurs. Donc, c'est des boîtes technologiques, c'est des boîtes aussi dans d'autres secteurs d'activité qui partagent les mêmes valeurs et missions de, en fait, favoriser l'inclusion des publics qui sont un peu plus éloignés du numérique. Et aujourd'hui, donc, on travaille d'un côté avec le secteur privé, pas mal des entreprises, et aussi pas mal avec des acteurs publics aussi. Parce qu'en tant qu'organisme de formation aussi, Connexio, on a la possibilité justement en fait de pouvoir faire partie en fait de ce monde de la formation en France, qui en fait je pense qu'il y a plusieurs en fait dispositifs, il y a plusieurs en fait aussi manières de pouvoir en fait soutenir nos parcours de formation. Ok, et c'est plutôt au niveau étatique ou c'est plutôt au niveau local? Les mairies, les régions qui subventionnent? Parce que je veux dire, on pourrait imaginer que l'État veuille développer sa propre solution, c'est quand même un enjeu majeur pour le vivre ensemble. Et là, ce que tu m'expliques finalement, c'est qu'il repose sur des structures du privé. Vous êtes une entreprise, une association? Donc aujourd'hui, en fait, on avait commencé comme une association parce que le but, c'est de rendre nos formations gratuites. Et là, on est en train de aussi faire évoluer sur un modèle qui va détenir plusieurs entités. Parce qu'on a commencé en fait à étoffer notre offre de formation. Et donc, les activités initiales de Connexio, c'était d'accompagner des personnes qui étaient assez éloignées, qui venaient en fait de beaucoup d'autres structures
les pôles emploi, les missions locales, les Mhm. associations. Et aujourd'hui, on a commencé aussi à recevoir des demandes pour personnaliser nos formations pour des entités, donc qui peuvent être des associations, des entreprises, même des acteurs publics. Donc les mairies, par exemple, et d'autres entités. Mais je dirais, en fait, pour nous, on travaille en fait à tous les échelons aujourd'hui parce qu'il faut avoir en fait des relais très locaux. Donc, on a des partenariats avec certaines villes, on a aussi des partenariats avec certaines régions. Et enfin, je pense qu'il y a aussi le ministère du Travail, différents en fait, projets qui soutiennent aussi ces initiatives. Mais parce que je pense que les nuances sur les territoires ne sont pas les mêmes, je pense que l'objectif pour nous, c'est vraiment avoir cette bon mariage entre nos compétences et notre expertise d'adapter notre offre de formation et d'accompagnement. Et donc d'être vraiment comme des opérateurs de terrain en lien avec les acteurs publics et privés. D'accord. Donc quand je lis que vous voulez aller à 10 000 personnes, 10 000 apprenants formés, c'est qu'en 2023, l'année prochaine, c'est ça, Mm. c'est l'ensemble de ces profils. C'est pas uniquement des personnes qui sont très éloignées du numérique, ça peut être des gens qui sont déjà dans le monde de l'entreprise, mais que vous remettez à jour finalement, c'est ça? Exactement. Et ou des personnes qui apprennent carrément un métier dans le numérique, vous faites ça aussi? Exactement. Pour nous, je pense chez Connexion, on a peut-être trois grands piliers d'activité aujourd'hui. On a notre pilier vraiment de compétences d'inclusion de base. Et ça, c'est vraiment en fait pour mettre en fait à jour assez rapidement des personnes. Pour nous, de plus en plus, on essaie de dire que c'est pas que les compétences techniques, mais comme je pense qu'il y a toujours cette relation de l'humain versus la machine aussi, c'est comment on va mieux justement apprendre sur des outils technologiques. Donc parce qu'on peut savoir techniquement comment gérer un outil comme LinkedIn, Mhm. mais de savoir comment réseauter, quelles sont les bonnes astuces pour Ouais, écrire ça des c'est messages, des ça ce c'est soft côté skills. soft skills, c'est ça. Exactement. Et C'est ouais, exactement. Et ce qu'on voit, c'est vraiment cette intersection entre en fait justement les compétences un peu plus techniques, disons, et les compétences un peu plus transverses relationnelles pour bien justement en fait approfondir sur en fait les bonnes utilisations. Après, le deuxième pilier d'activité, effectivement, c'est de pouvoir et je pense qu'il y a aussi un lien avec le Web3 ici parce que de plus en plus, on sait, ça va être aussi quelque chose en termes d'évolution en fait, professionnelle. Il y aura aussi des opportunités dans les années à venir. Peut-être on ne sait pas tous les métiers encore parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont arriver dans les 10 prochaines années sur lesquels on n'a pas encore le titre officiel de poste, Mhm. mais on sait qu'il y a quand même des opportunités dans le Web3 aussi. Et pour nous, aujourd'hui, on essaie de faire beaucoup de sensibilisation. Pour nous, un des enjeux chez Connexio aussi, c'est de faire la sensibilisation pour pouvoir en fait aider des personnes qui n'ont pas pensé en fait de faire ces métiers parce que justement en fait on revient à ces enjeux de stéréotypes. Ils pensent que c'est jamais fait pour moi parce que j'étais pas en fait dans en fait des parcours de maths ou sciences ou autre chose ou pour des personnes qui autocensurent aussi leur Mhm. capacité, ils n'ont pas cette confiance. On essaie de casser aussi ça en termes de stéréotypes et montrer parce qu'on avait des apprenants en fait qui étaient anciennement en fait des plombiers, des coiffeurs, en fait des personnes vraiment des métiers assez différents qui ont réussi en fait à devenir développeurs, techniciens de système réseau et autres. Parce qu'on voit que oui, il y a quand même en fait cette appétence pour le numérique, pour vraiment en fait être là pour coder ou debugger quelque chose toute la journée. Mais c'est pas en fait, il n'y a pas des prérequis si en fait figés que si on n'avait pas fait ce parcours avant, on serait jamais éligible. Je pense que chez Connexion, on est aussi beaucoup dans ce qu'on s'appelle, pardon, en fait, beaucoup des phrases, expressions en anglais, mais cette growth mindset, Mhm. cette Donc l'esprit de croissance. ouais, qu'on peut toujours continuer en fait à changer, à apprendre des nouvelles choses. Pour nous, en fait, on voit qu'il faut pour rester en fait à jour de toutes les choses, mais on essaie de corriger ça beaucoup en fait chez nos apprenants. Ouais. Et donc aujourd'hui, par exemple, on commence à s'intéresser à des sujets pour ajouter des blocs de formation blockchain dans nos programmes, Ah voilà. parmi d'autres. Et on voit que vraiment, c'est une vraie opportunité de demain. Bloc de formation blockchain. Là, je suis obligé de me tourner vers vous, voir un petit peu si vous avez des questions. Quelle est la répartition des 13 millions de personnes concernées, nous dit 28, que je salue. Je ne crois pas t'avoir salué encore. Alors, micro parenthèse, non, il n'y a pas de quiz aujourd'hui, il y en aura un demain. Romain adore les quiz, moi je suis un petit peu moins sur les quiz, donc voilà, vous aurez un quiz demain avec des NFT à gagner, car demain à 18h30, il y a une nouvelle émission avec notamment Kinetics qui fait bouger des avatars, et Gabriel Mamoumani qui a vendu des pandas en NFT, rien à voir avec ce qu'on se dit aujourd'hui, mais sachez que vous êtes les bienvenus également demain. On revient un petit peu sur l'émission d'aujourd'hui.
Donc, c'était 28 qui nous dit quelle est la répartition des 13 millions de personnes concernées. Alors, c'est pas toi qui as rédigé le rapport tout bon, mais j'imagine que tu vas assez souvent voir un peu la typologie des gens dirigés dans ces 13 millions, parce que c'est vrai que ça semble, vu de l'extérieur, assez énorme. 13 millions, on est quand même sur un Français sur 5, il y a rien sur ceux qui ont des problèmes avec le numérique. Du coup. Oui, donc je pense qu'il y a quand même, en fait, des choses qui sont assez réparties dans les critères parce qu'on pense en fait des critères comme âge, niveau d'éducation, zone géographique, parmi d'autres critères. Et ce qu'on voit en fait, oui, peut-être il y a certaines corrélations, mais par exemple le fait de parler de zone géographique, oui, peut-être on a cette impression, en fait, comme tu avais cité, que peut-être c'est des personnes qui sont que dans des zones, en fait, vraiment pas connectées, Ouais. des zones blanches, en fait, qui Mhm. sont, en fait, mais aussi vu en fait, la densité de la population dans des grandes en fait, zones plutôt urbaines, je pense que quand même on trouve plus en fait des Eh personnes oui, qui sont déconnectées. statistiquement, dans les Euh, zones urbaines que ouais. dans les Et villages. Ouais. après, j'ai pas le chiffre statistique exact sur l'âge, mais par rapport à ce qu'on dit qu'il y a quand même, oui, un certain pourcentage important des personnes à partir de 45 ans qu'on Ok, voit dans les personnes qui sont un peu plus j'y éloignées. j'y passe bientôt, moi. Encore 3 ans et je vais. Mais quand même, et ce qu'on trouve un peu étonnant, c'est qu'il y a quand même un certain pourcentage en fait, de 18 à 35 qui sont assez, en fait, qui figurent en fait, d'une manière pas négligeable dans ça. D'accord. Et par exemple, dans certaines autres études, ce qu'on trouve, c'est qu'ils avaient en fait, des études pour essayer de mesurer, c'est un autre terme, littératie numérique. Ouais. Donc, c'est certaines en fait, fonctions de en fait, gestion des documents, certaines choses pour les lycéens. Mhm. Et ils ont trouvé que, ça c'est des études un peu aléatoires, ils avaient fait des échantillons dans D'accord. différents pays. Et en France, ça se trouve que c'était 40%, seulement 40% des étudiants en fait, au lycée qui a en fait, atteint ce niveau littératie D'accord. numérique de base. Ok. Donc ça Bon, veut dire la ça, majorité quand même au lycée n'ont pas forcément les compétences de base ok. pour, voilà. Bon, il faudrait quand même qu'on regarde le détail de ces tests-là, parce que ça me semble fou, mais on va se remettre au discours des spécialistes. Mais je vous dis qu'il faut qu'on le regarde parce que on a à partir de demain une session de travail pour ceux qui ont une machine à écrire et qui sont sur le Discord. On va vous proposer une session de travail tout doux, hein, à votre rythme, et vous inquiétez pas, simplement sur un chat privé. Non, on va l'ouvrir à tout le monde. Sur un chat du Discord, Jean et Estelle, Oui, de avec mon qui tu équipe, oui, travailles, exactement. hein, Ouais. c'est ça. Donc, Jean et Estelle de Connexio vont commencer à alimenter une réflexion autour de cet électronisme, parce que comme moi, vous êtes peut-être surpris d'un certain nombre de chiffres, mais bon, faites confiance à Jean et Estelle, elles ont bossé le sujet. Et donc, elles vont nous lancer des perches pour qu'on réfléchisse ensemble. L'objectif, et je vous le remettrai en tête du chat, c'est dans un premier temps de faire un bon état des lieux pour comprendre globalement où on en est en France. Et puis après, on va reparler quand même de Web3, vous savez que c'est ce qui nous unit, et donc c'est d'imaginer ou de repérer des solutions Web3 qui permettraient de ramener plus de personnes dans le fameux TGV dont tu parlais. Que tout le monde soit dans ce TGV, et on aimerait rajouter des rames, et si ensemble on arrive à le faire, hein, même si on rajoute qu'une rame, tous ensemble on aura contribué à notre petite manière. Toi, tu contribues à d'une grande manière à rajouter des rames, puisqu'en fait tu vas même à l'étranger. J'ai vu qu'il y avait, tu montais des antennes à l'étranger pour Connexio. Ça, tu vas où Oui. du coup? Aujourd'hui, on avait fait ça beaucoup avec des partenaires, mais je pense que c'est vrai en fait on parle en fait de ces questions de digitalisation au niveau national. Je sais que c'est déjà des choses assez importantes parce que sur les stats, par exemple, depuis la crise Covid, on avait quand même sauté dans une période de 1 an et demi, en fait 7 ans dans le futur, parce qu'on a demandé des gens d'aller sur tous les liens Zoom, Meetup assez rapidement. D'accord, ils ont pour évalué qu'on avait gagné 7 ans dans la digitalisation de Ouais, nos on a sociétés. sauté, ouais. Cette accélération a été beaucoup plus rapide que prévu face en fait à cette situation de crise. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'était en fait quelque chose au niveau mondial, que c'était des grands enjeux. Et donc, pour nous aussi, je pense que l'ambition de Connexio, c'est vraiment de connecter des gens en fait un peu partout dans le monde. Et donc, on avait commencé en fait nos formations en France, mais on a assez rapidement, donc c'est depuis 2019, on avait déjà commencé nos premières activités au niveau international, mais beaucoup en partenariat avec d'autres structures. Donc, on va équiper et former d'autres entités
Donc là, on est dans 3 autres pays, au Malawi, au Kenya et en Jordanie, où on a des programmes en fait pour justement faire l'empowerment des apprenants en fait sur le terrain. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait vu justement avec la crise Covid qu'il y avait quand même un certain niveau en termes des opportunités freelance, parce que de plus en Ah oui, plus, tout ce qui est en ça fait travail à s'internationalise. Ouais. distance, ça s'internalise beaucoup. Et on avait vu pour nos apprenants quelquefois qui sont peut-être quelquefois pas dans les villes ou les pays où il y a enfin le plus d'opportunités économiques locales, qu'il y a quand même en fait cette opportunité à distance qui a vraiment explosé. Je pense que le marché a accroître beaucoup, en fait, je pense que jusqu'à 40% les dernières années, et ça va continuer à augmenter avec les tendances qu'on est en train de voir Ouais. aussi, avec les gens qui vont en fait aller un peu partout en fait pour faire en fait continuer à faire du travail, mais à distance. Et donc on essaie de dire en fait on va jouer justement sur ces opportunités de freelancing pour aider en fait des personnes qui n'avaient jamais en fait eu cette occasion d'être connectées aujourd'hui, d'être connectées d'abord et aussi, ensuite aussi créer tout en fait une carrière de travail en ligne. Essentiellement du code, c'est des développeurs Il y que tu a formes. plusieurs niveaux aussi. D'accord. On a des personnes en fait qui peuvent être assez avancées, mais on commence à voir aussi sur certaines compétences de base, on a des gens qui vont appris en fait sur le portfolio pour aller plus dans les designs Ah oui, ou d'accord. plus par exemple sur certains métiers un peu spécifiques de la traduction, la transcription aussi, parce que ce qu'on voit aussi avec nos talents, c'est quelquefois ils maîtrisent des langages qui sont assez rares dans le monde, pour lesquels certains de nos, soit les plateformes de freelance, les types de projets, les missions, ou soit en fait des entreprises directes, ne le trouvent pas ailleurs. Ah oui, donc vous détectez des potentiels d'emploi finalement et vous les encouragez à se former à ces nouveaux métiers. Et ok. C'est des formations donc spécifiques à ces pays. Hein. Tu as cité le Malawi, tu as cité la Jordanie et le Kenya. En France, il y a aussi des formations longues pour des personnes qui voudraient apprendre à coder. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on a plusieurs parcours intensifs. Et quand je dis intensif, ça dure en fait en moyenne 800 heures. Donc 800 heures. Ouais. Ok. Donc c'est oui, c'est costaud Ouais. en termes de nombre d'heures. Et on a ça sur des métiers qui sont assez sollicités aujourd'hui. Par exemple, développeur web et web mobile, technicien système réseau. On a des spatialisations en cloud, cybersécurité, réseau infrastructure. Et là, justement, en fait, sur les questions en fait futures à venir, on a des réflexions en fait sur le blockchain aussi, Ouais. et sur d'autres en fait compétences. Donc, ravi aussi d'échanger avec Ouais. la communauté aussi pour voir aussi est-ce qu'il y a des... En fait, on est aussi assez ouverte aussi à des suggestions, des feedbacks aussi pour comment... En fait, notre objectif à terme, c'est comment on peut aider, encourager nos apprenants en fait de vraiment en fait embarquer, en fait trouver des bonnes opportunités. Donc on est aussi à l'écoute des tendances, en Ouais. fait des changements dans l'écosystème pour vraiment les mieux équiper. Tu vas avoir pas mal de retours, je pense, sur le chat Discord de la communauté qui t'en parlera et qui te donnera son avis sur la question. On en profite pour saluer Cédric qui fait partie de la communauté et qui a eu décroché son entrée à l'école à l'IRIA, parce qu'il y a des écoles qui font déjà un bon boulot. Et lui-même a appris beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on conçoit les choses et le savoir se partage plutôt bien dans cette communauté-là. Quand on revient sur des formations longues, jusqu'à 800 heures, elles sont dispensées uniquement par des salariés, vous avez aussi des bénévoles, parce que j'ai cru lire qu'il y avait des bénévoles qui donnaient des cours chez vous. C'est quelle typologie, sur quel cours? Oui, donc je pense qu'on a donc les cours en fait qui sont plutôt assez en fait des formats rapides. Donc ça c'est plutôt sur le premier pilier Ouais. inclusion de base. Donc ça peut être dans certains cas si c'est pas parce qu'on a des mini certifications qui peuvent être au long de parcours, mais sur des cours qui sont vraiment en fait de connaissances générales qui sont quand même assez importants, ou introduction en fait, on a un module qui s'appelle DJ Start, et ça c'est vraiment pour aider des gens juste à comprendre le milieu numérique, peut-être de commencer avec les langages de markup, HTML, CSS, de créer leur propre premier site web pour rendre ça comme un exercice vraiment gratifiant pour eux de vouloir en fait continuer en fait à aller plus loin. Donc ça en fait on essaie de même encourager des gens en fait d'autres personnes qui sont déjà en fait un peu dans ce milieu pour venir encourager, échanger avec nos apprenants. Donc en fait pour bénévolement. Exactement, bénévolement, et c'est normalement des engagements en fait sur une durée en moyenne de 5 semaines
une fois par semaine, 2 heures en fait en soirée, par exemple. D'accord. Donc c'est des formats assez modulables, assez en fait flexibles pour aider en fait nos apprenants à vraiment saisir les compétences de base et ensuite aussi peut-être découvrir le milieu numérique. Sur les formations en fait, les parcours plus intensifs, Là, c'est des pros. oui, ça c'est en fait nos formateurs en fait soit en interne ou des experts en fait avec qui on travaille depuis longtemps. Donc je serais ravie aussi dans la communauté s'il y a des personnes en fait qui ont des questions en Ouais, fait ce sur que je comment regarde. engager. On serait ravis en fait de vous partager plus des informations aussi, de voir aussi parce que pour nous ce qu'on veut c'est des gens qui sont déjà très passionnés en fait sur ces sujets-là pour aller en fait essayer de sensibiliser, convaincre en fait d'autres personnes de voir ça parce que quelquefois ce qu'on trouve c'est un peu dommage c'est juste, il y avait beaucoup de choses que je pense que des informations, ces métiers, il y a des gens juste, ils n'ont jamais en fait entendu, ou vraiment, ils n'ont pas d'informations là-dessus. Et donc, c'est difficile de se projeter quand on n'a pas les infos, il n'y a pas d'autres personnes dans leur réseau qui ont fait. Et donc, on essaie vraiment de faire ça, de connecter, de mettre des gens ensemble. Donc, on sera ravis aussi de créer en fait des ponts, Ben des oui, mises en relation c'est la avec... philosophie du Web3. Je suis sûr que ouais. vous allez être nombreux à vouloir aider. Alors, très dissipé sur le chat, mais c'est pas grave, c'est bien. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance sur le chat. On peut toujours compter sur le vrai Flox pour la mettre et sur Usul. Parfait, les gars. You, vous êtes au top. Bitload, le plus sérieux d'entre nous. La crise mondiale de la Covid a fait faire un bond de 7 ans. Mais qui dit accélération d'un côté dit aussi que des disparités ont dû grandir. Non, et effectivement, moi c'est ce que j'ai compris. Existe-t-il des études en cours? Y a-t-il des liens de référence ou voir l'état des lieux en temps réel? Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, on a fait un bond de 7 ans. C'est les exigences qui ont fait un bond de 7 ans, les exigences de maîtrise des outils numériques. Mais ça ne veut pas dire que par magie, tout le monde a gagné 7 ans, surtout pour ceux qui étaient confinés. Ils n'avaient pas nécessairement besoin d'utiliser en permanence le numérique. J'imagine que c'est une augmentation des besoins avec le Covid qui est apparu. Exactement. Et je pense que d'un côté, pour nous, on avait vu, il y avait une prise de conscience qui était important. Parce que pour certaines personnes qui peut-être a pu en fait faire certaines choses en fait en allant directement dans les agences pour les faire en fait ils avaient pu en fait faire en fait jusqu'à en fait avant le Covid dans cette manière-là. Et avec le Covid, comme tout était fermé, là, ils se trouvaient vraiment dans des situations assez importantes. Et donc, peut-être pour reprendre la question, et je pense qu'on va noter ça peut-être pour aussi, en fait, on communique avec vous directement sur les Discord Ouais. après, mais par exemple, sur certaines études qui essaient, par exemple, un des statistiques que je trouvais un peu frappant, c'est, et pour prendre un exemple un peu différent de la France, aux États-Unis, au début de la crise Covid, en fait, pour les personnes qui n'avaient pas en fait un niveau bac aux États-Unis, donc en termes de niveau d'éducation, c'était seulement 4% des personnes qui étaient prêtes à travailler à distance. Ouais. Donc ça veut dire c'était donc 96% des personnes qui n'étaient pas équipées ou qui n'avaient pas enfin les Ah oui, compétences prêt au sens, ouais, pas, elles avaient l'intention d'eux, mais c'était prêt, à il pouvoir fallait le qu'elles faire. puissent le faire du jour au Oui, lendemain sans ils leur n'avaient demander. pas la Ok. capacité, donc c'était seulement Ah oui. 4%. Ah oui, effectivement. Et donc ça, on montre, c'est des disparités assez en fait énormes en termes de type de métier aussi, parce qu'on voit aussi il y a certains métiers où en fait c'était plus facile de juste basculer en fait format distanciel et il y a certains où c'était beaucoup moins en fait facile ou beaucoup plus compliqué. Et après, je pense qu'il y a certains, parce que chez nous, certains de nos apprenants, on avait fait des sondages pour des apprenants qui étaient sur en fait des compétences plutôt courtes, des bases, et c'était 1 sur 2 qui n'étaient pas soit connectés ou pas bien connectés ou ils n'avaient pas le matériel pour Ah oui. continuer les cours. Donc ça montre que même, oui, il y a des fortes disparités aussi qui étaient, je pense, quand même mises en lumière lors de la crise de Covid. Je sais que le gouvernement en France a lancé pas mal de différentes initiatives dans le cadre de plans de relance pour essayer d'adresser ce sujet. Ouais. Parce que ce qu'ils voyaient, c'est que le numérique, c'était, comme on voit, déjà, c'est un sujet assez transverse aussi, qui croise beaucoup de domaines, mais ils avaient vu ça que aujourd'hui, en fait, c'est 7 siècles, c'est le langage un peu numérique qui prend un peu l'ampleur. Et si on n'est pas inclus dans ça, c'est presque comme on ne maîtrise pas cette couche très importante dans la vie pratique, dans la vie professionnelle. Et donc, c'était presque la base d'acquis pour entrer dans la discussion. Et c'est pas enseigné à l'école, enfin, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. On en est où finalement de l'enseignement à l'école? Mais je veux dire, l'école que tout le monde. Pas de cours qui marchent et qui permettraient de réduire.
Oui, donc aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est je pense qu'il y a aussi, je pense que pour reprendre un peu cette question, des disparités même au sein des écoles. On avait vu que c'est pas tous les lycées qui avaient la capacité ou les moyens de fournir en fait des outils, donc numériques aux apprenants aussi. Mhm. Donc déjà, je pense qu'il y a certaines en fait qui par exemple, il y a un politique dans la région Île-de-France où en fait, je pense que la plupart ou presque tout, les écoles sont équipées, mais ça c'est sûrement pas en fait le cas pour d'autres régions en Ouais. France. Donc je pense qu'il y a quand même en fait des écarts et aussi toujours en fait cette nuance entre le fait d'avoir en fait certains équipements, mais la maîtrise des compétences et surtout en fait de appuyer sur les compétences techniques en utilisant justement les compétences un peu plus relationnelles. Je pense qu'il y a quand même en fait des nuances dans ça qui sont pas en fait tout à fait en fait bien couvertes. Bien sûr, mais déjà, si on a l'équipement de base, ça répond aussi à la remarque que faisait Bitload tout à l'heure. Il y a une question d'accès au matériel aussi. Et moi, je sais que mes neveux, je les salue d'ailleurs, qui vivent en Alsace, ont eu, eux, via leur région, un ordinateur simplement parce qu'ils étaient au lycée ou au collège, je sais plus, au lycée. Ça, c'est quand même des top offerts par la région, quoi. Enfin, qui devaient restituer, j'imagine, à la fin de leurs années de lycée. Mais en tout cas, c'est un vrai avantage par rapport à ceux qui doivent reposer finalement sur le taux d'équipement de leurs parents, puisque tout le monde n'a pas les moyens de. Et, euh, il n'y a pas de politique de don de matériel, ça ne fait pas partie de ce sur quoi vous travaillez. Se dire dans les publics les plus empêchés que vous avez, on va vous fournir de quoi vous connecter. Oui, aujourd'hui, je pense que pour l'instant, en fait, on restait quand même beaucoup sur ces questions euh, de montée en compétences, d'accompagnement. Je sais qu'il y a tout un autre en fait sujet sur l'équipement en soi. Après, je pense qu'on reçoit quand même des dons, Mhm. des partenaires, etc. Je pense que c'est pas un niveau suffisant pour nous de couvrir tous les besoins de nos apprenants si on le souhaite. Et quelquefois, on a des tarifs un peu plus préférentiels D'accord. pour certains en fait ordinateurs d'occasion on achète. Oui, mais je pense que ça serait toujours en fait un travail, en fait un besoin en continu. Ok. Et puis alors, matériel de réutilisation, ça va faire plaisir à Elvan, second marché pour l'équipement informatique, c'est bien pour l'environnement, on le sait. Donc, je reprends quelques questions de la communauté. Du coup, tu as eu raison de laisser tes cahiers contre des tablettes. C'est assez politique tout ça finalement. Là, je rentre dans une discussion qui a dû commencer plus haut. Les écoles, c'est compliqué. Au-delà d'être équipées en ordi, il faudrait déjà qu'elles soient équipées en prof. C'est vrai qu'il y a aussi... arrête de manger la bonnette. Je suis trop... c'est vrai qu'il y a aussi la formation des enseignants, qui est un élément important. Vous avez dans les structures que vous accompagnez, il y a pas l'éducation nationale. Vous ne formez pas les profs pour l'instant. Pour l'instant, on ne forme pas. On a commencé à avoir quelques demandes des lycées, justement, sur lesquels on est en train de travailler en fait sur des formats d'intervention parce que avec les horaires, les semaines en fait en vacances, et je pense que voilà. Mais on a commencé à faire un test, des expérimentations avec quelques lycées. Ouais. D'accord. Bon. 26, on arrive à la fin de cette émission, donc je vais te demander un petit peu ce qui t'attend avec Connexio. Alors, ce qui t'attend dans un futur très proche, rappelle-toi, c'est dès demain, le Discord de 20 minutes, la communauté qui était en forme ce soir, ça fait plaisir, parce que vous étiez peut-être un peu dissipés, mais à chaque fois que vous avez posé des questions, elles étaient ultra pertinentes. Donc voilà, tu vas les avoir en live sur le canal, et Estelle les aura en live, donc hésite pas, ils vont te réserver un super accueil, je les connais. Et après ces quelques jours qu'on va passer ensemble, quels sont les grands projets pour Connexio? Sur quoi tu bosses pour la suite? C'est étendre à l'international davantage, monter de nouvelles formations. Je pense pour nous, là, sur les prochaines, en fait, donc à court terme et à moyen terme, je pense qu'on a pas mal des projets assez ambitieux. Pour nous, on a en fait des villes aussi, en fait, en France qui nous sollicitent des régions pour justement en fait développer nos activités. Donc là, en fait, on est en train de préparer, rencontrer pas mal des différents acteurs sur l'évolution de nos programmes. Donc, on est ravis en fait de continuer à changer en fait avec vous aussi. On est en train de réfléchir en fait à ajouter des nouveaux blocs de formation Ok. qui peuvent répondre aux besoins aussi besoins de marché, l'évolution, les différentes tendances. Et après, pour nous, je pense que oui, sur
l'international, là, en fait, on aura un deuxième projet qui sera lancé sur notre site au Kenya. Donc, ça fait en fait plusieurs équipes qui en fait sont en fait sur ces autres pays. Mais on a commencé en fait à travailler, ça c'est au niveau international, ce qu'on s'appelle notre Upskill Accelerator. Donc, c'est presque au lieu de former directement des individus, Vous formez les profs ou oui, exactement, on forme en fait des structures, des différentes structures. Et je pense pour nous, on essaie d'avoir cette en fait, ambition en fait, assez large de pouvoir en fait, avoir un levier d'impact qui sera plus large si en fait, nous, on essaie de faire en fait, en fait, de bâtir un peu plus les compétences en fait, des autres équipes, donc ces autres structures, pour que eux puissent en fait, ensuite former en fait, sur le terrain. Donc, bon, les former à la blockchain, c'est important. Et tout cet environnement-là, on a besoin d'un maximum de gens à bord du bateau et on va faire notre petite part nous aussi, mais on va surtout bosser avec toi. On est ravis de pouvoir monter ce dossier inclusion main dans la main. C'est toi qui as eu l'idée, donc voilà, ça me semblait très sympa de t'accueillir ici, puisque en fait, cette idée de supplément numérique, elle est née d'une discussion qu'on a eue un soir où j'avais yes, de m'attendre, ce qui est déjà bien adorable, et puis surtout de m'expliquer un petit peu où on en était. On a ouvert les yeux avec Romain, donc on s'est lancé après Accord perdu dans le sujet, ça a mis un petit peu de temps, mais ça y est. 15 novembre, on sortira un numéro qui parlera d'inclusion numérique où tu auras ta place, et d'ici là, on aura travaillé sur ces sujets avec toute la communauté. Super live en tout cas, l'un de ceux qu'il a le plus apprécié, nous dit 28, et ben ça fait plaisir, on a des cœurs arc-en-ciel pour fêter tout ça, le vrai Flox. Voilà, bah, je vous dis à demain, j'y serai pas parce qu'il y aura plus de place dans le studio, mais Romain sera présent, et puis Hélène surtout sera présente, comme d'habitude, fidèle au poste. Hélène, on te salue, merci, je crois que j'ai eu des petits problèmes de son pendant l'émission, mais l'important c'était que vous ayez entendu Jean. Jean de Connexio, que vous retrouverez dès demain sur le chat, en tout cas Estelle, son bras droit. On vous fait de grosses bises à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de journée, voilà. Et puis on se dit à demain. Au revoir Jean. merci beaucoup, à voir.